Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la montée des tensions et la marche à la guerre en Allemagne. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite remise en contexte. Tout au long de l'année 1918, l'Allemagne est secouée par des crises politiques. La population exigeant un changement au sein du gouvernement, l'empereur Guillaume II abdique et laisse place à son cousin Max von Baden à la tête de l'Empire en septembre 18. Mais ce changement ne parvient pas à contenter les foules. La République est proclamée le 9 novembre, un nouveau système se met en place. Le 11 novembre 1918, à Rotonde, l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne, mettant un terme à la Première Guerre mondiale. Cet armistice mène, 7 ans plus tard, au traité de Versailles le 29 juin 19. Ce traité a pour but de définir la paix en Europe, ainsi que les sanctions infligées aux pays vaincus. Les sanctions appliquées à l'Allemagne sont extrêmement lourdes. Les membres de la Triple Entente, majoritairement la France, exigent d'importantes réparations matérielles. Les frontières de l'Empire allemand sont redéfinies, l'Empire est dissous et les territoires précédemment annexés sont récupérés par leur pays d'origine. On assiste à la création de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Le pays subit également des interdits militaires. Ses véhicules, son aviation et sa flotte sont saisis. L'armée allemande est limitée à 100 000 hommes, le service militaire est aboli et on démilitarise les postes avancés. Ce traité de Versailles est vécu comme une humiliation et mène à une inévitable colère du peuple allemand. Ici, nous allons nous interroger sur la construction d'une Allemagne vaincue et humiliée pour devenir l'un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, nous allons commencer par observer l'accumulation des tensions. Puis, nous verrons la revanche prise par l'Allemagne sur le traité de Versailles. Le régime allemand subit d'évidentes tensions dès la fin de la guerre, à commencer par l'instauration d'un nouveau régime politique, la République de Weimar. Le 9 novembre 1918, le prince Max von Baden, alors chancelier du Reich et de l'Empire allemand, transfère ses pouvoirs à Friedrich Ebert, fondant ainsi la République de Weimar. Nouveau chancelier, Ebert se retrouve propulsé dans un contexte de guerre civile et mondiale. La nomination d'Ebert comme nouveau chancelier est une tentative de contenter le peuple allemand après les révolutions d'octobre et novembre 18. C'est un régime instable qui fait son apparition en Allemagne. Les premières élections ont lieu en décembre 18, suite à une volonté d'Ebert de mettre en place le plus rapidement possible une république socialiste. Mais ce nouveau régime ne satisfait pas une partie de la population. C'est le clivage entre socialisme et nationalisme qui est remis en cause. Les socialistes trouvant ce nouveau régime trop à droite, et à l'inverse, les nationalistes reprochent un régime tendant trop vers le communisme, alors popularisé par la révolution russe. Le régime subit de nombreuses révoltes voulant instaurer une république plus socialiste ou plus conservatrice. En juin 19, la République de Weimar provoque l'une des plus grandes colères du peuple allemand. Les sanctions apportées par le traité de Versailles sont une extrême humiliation pour le peuple et Ebert et son gouvernement, présents lors des négociations et de la signature du traité, sont tenus pour responsables de ce coup de poignard dans le dos. La République subit une nouvelle vague de violence, notamment avec le putsch de Cap le 13 mars 1920, où des conservateurs, menés par le capitaine Erhardt, marchent sur Berlin. L'armée refusant de faire feu sur les insurgés, le gouvernement est obligé de fuir vers Stuttgart. Un gouvernement provisoire est mis en place, rapidement arrêté par des grèves nationales et des socialistes. Ces grèves bloquent l'économie et mettent ainsi un terme à l'insurrection des fonctionnaires. Ces événements entraîneront des soulèvements dans toute l'Allemagne. L'échec du putsch de Cap entraîne la création d'une société secrète, l'organisation Consul. C'est un groupe nationaliste armé qui organisera jusqu'en 1922 des assassinats contre les opposants politiques. Ce groupe rassemble des anciens partisans du putsch de Cap ainsi que des déçus du traité de Versailles et de la guerre. Elle est interdite en 1922 et réapparaîtra sous le nom de Bund Viking. En plus des conflits internes au pays, l'Allemagne est également frappée par deux crises économiques. Les premières voient leurs effets apparaître en 1921, mais n'explosera réellement qu'en 1924. Depuis la mise en place de la nouvelle République, l'Allemagne ne cesse de s'endetter. N'ayant connu que très peu de dommages physiques et considérée comme la principale responsable du premier conflit mondial, l'Allemagne est condamnée par le traité de Versailles à payer de lourdes réparations dès 1919. Le prix de la vie dans le pays ayant déjà augmenté pour subvenir aux besoins de la guerre totale, les prix augmentent encore plus à sa sortie. Cette considérable hausse des prix entraîne une diminution de la valeur du mark. On assiste à un phénomène d'augmentation des taux d'emprunt et des taux de change. Lorsqu'en 1918, un dollar valait 18 000 marks, il en vaut désormais 4 200 millions en 1923. Pour répondre à cette considérable augmentation des prix, l'État sort la planche à monnaie et imprime le plus d'argent qu'il ne faut. Or, plus il y a d'argent en circulation, moins ce dernier a de valeur. La population se retrouve endettée et le pays est incapable de rembourser ses dettes. Face à l'hyperinflation du mark, les nations européennes viennent en aide à l'Allemagne avec le plan Davis, réévaluant les remboursements de l'Allemagne en fonction des revenus de l'État et mettant en place un système d'emprunt avec les États-Unis. De nouvelles devises sont créées, le Reichsmark et le Reichsmark, afin de sortir de ces crises multiples. Puis, comme toutes les autres nations européennes, l'Allemagne est frappée par le krach boursier de 1929. Le chômage augmente et passe à 17,5%, la production industrielle diminue de 40% et les prix chutent. L'Allemagne est particulièrement touchée par cette crise due à ses rapports avec les États-Unis. Le pays, après la mise en place du plan Davis, s'est retrouvé financièrement dépendant des USA. Ces crises économiques successives ainsi que l'évident mécontentement des masses conduisent à l'apparition d'un nouvel opposant, le nazisme. Tout commence avec un inconnu nommé Adolf Hitler.
Il est le fils d'un douanier autrichien. Il se destinait à une carrière de peintre ou d'architecte qui se solde en échec. Il s'engage alors dans l'armée et participe à la Première Guerre mondiale. À la signature de l'armistice, il partage le sentiment de nombreux vétérans qui refusent de quitter le front. Avec la mise en place de la Nouvelle République, il est envoyé à surveiller un petit groupe d'extrémistes, le Parti national socialiste et des travailleurs, ou NSDAP. À force de les côtoyer, il finit par adhérer à leurs idées et les rejoint en 1919. Au sein de cette organisation, Hitler se découvre un véritable talent d'orateur et de démagogue, et devient l'orateur principal de ce groupe, alors composé d'environ 200 membres. Le NSDAP, porté par la parole d'Hitler, séduit les foules par des discours passionnés, n'appelant pas à la discussion et portant sur des thèmes fixes. Ce parti nationaliste exige la révocation du traité de Versailles et la création d'une grande Allemagne unie en un parti unique, concentrant le pouvoir central, comme cité dans son programme politique de 1920, les 25 points. Le NSDAP dispose de sa propre milice, les SA, sous l'ordre direct d'Hitler. Les révoltes en Italie et l'arrivée de Mussolini au pouvoir servent d'exemple parfait à Hitler et son parti sur la marche à suivre. Le 8 novembre 1932, Hitler et le NSDAP tentent d'obtenir le pouvoir par la force lors du putsch de Munich. Profitant des tensions entre les autorités bavaroises et Berlin, et du modèle fourni par Mussolini un an auparavant, Hitler tente de prendre le pouvoir en Bavière afin d'organiser une marche sur Berlin. Avec ses troupes, il fait éruption dans une brasserie de Munich, où le gouvernement était réuni. Il obtient son soutien, mais pendant une courte durée, puisque le lendemain, le putsch est condamné et l'armée et la police bavaroise sont lancées sur Hitler et ses troupes. Hitler est arrêté, jugé et emprisonné. Libéré en décembre 1924, après 13 mois d'incarcération au lieu de 5 ans auxquels il avait été condamné, Hitler ressort avec la conclusion que pour emmener son parti au pouvoir, il doit passer dans le respect de la loi. Il décide alors de refonder son programme politique en mettant de côté les 25 points. Désormais, le NSDAP ne dispose pas de programme fixe et précis afin de ne pas se lier les points dans une direction. Il met également en avant la fraternité et la bonne entente dans son sein afin de brouiller ses convictions aux yeux de l'État. Mais durant l'emprisonnement d'Hitler, son parti s'est divisé en deux branches distinctes. La première menée par les SA qui perpétuent des actions violentes, et un groupe aux idées plutôt anticapitalistes. Après une tentative ratée d'obtenir le pouvoir en janvier 1925, où le parti nazi n'obtiendra que 1,1% des voix, Hitler décide de refonder complètement son parti. Il unifie les deux branches en se débarrassant des meneurs du groupe des idées anticapitalistes. Et en 1926, il se retrouve seul à la tête d'un parti qui compte désormais 27 000 membres. Il prône l'élimination des opposants et se constitue un entourage proche de lui. On assiste au début de la propagande nazie, qui est particulièrement remarquée lors de la conférence de Nuremberg, où Hitler occupe une place centrale. L'arrivée du nazisme au pouvoir est précipitée par les élections de mai 28, remportées par le socialiste Hermann Müller. La situation étant insupportable aux ultra-conservateurs, le président Hindenburg ira même jusqu'à financer la campagne politique d'Hitler. S'ensuit la crise de 29 qui fragilise un peu plus le pays. Hitler se présente alors lors des élections de 32. Ce parti obtient 37,7% des voix et 107 sièges au Reichstag. Hitler, quant à lui, est nommé chancelier du Reich le 30 janvier 1930. Il crée un cabinet composé de proches et en profite pour dissoudre le Reichstag. Le soir du 27 février 1933, un incendie est déclaré au palais du Reichstag. On arrêtera le soir même Marinus van der Lubbe, un maçon hollandais communiste et visiblement déséquilibré. Il sera condamné et exécuté. On suspecte qu'il était aidé par des membres du parti nazi. Le lendemain, Hitler fait arrêter 400 chefs communistes et, avec le soutien du président Hindenburg, suspend les libertés fondamentales. Le 23 mars ouvre le camp de Dachau, à Munich, pour les opposants politiques. En 1934, Hitler aura presque atteint le pouvoir. Cependant, il doit conquérir toute la population, chose qui lui est impossible pour l'instant. Les actions violentes des SA lui empêchent le soutien des conservateurs. Il décide donc de se débarrasser de cette gêne lors de la nuit des longs couteaux, où il perpétuera, avec les SS, une série d'assassinats et d'emprisonnements sur les membres du SA. Le président Hindenburg meurt le 2 août 1934 et Hitler s'octroie les pleins pouvoirs. C'est la naissance du Troisième Reich. La politique mise en place par Hitler à son arrivée au pouvoir est marquée par une volonté de réarmement massif et d'extension territoriale. Il veut se venger de l'affront du traité de Versailles. Dès décembre 1932, Hitler avait tenté au sein de la Société des Nations de faire voter une remilitarisation de la Reichswehr, sans succès. Il quitte alors la SDN et remilitarise clandestinement l'Allemagne. En juillet 1933, Hitler fait voter les lois concernant les budgets de l'Allemagne, se concentrant sur le réarmement du pays et l'élimination des Juifs. En 1935, il lance le plan Z, qui consiste en la réhabilitation de la Kriegsmarine, majoritairement calqué sur les nouvelles innovations de la marine française. Le plan comprenait des porte-avions, des cuirassés, des destroyers et des croiseurs. La grande ambition du plan du Führer fut critiquée et tous les bâtiments prévus ne furent réalisés ou mis en service. En parallèle du réarmement de la marine, Hitler remet en place le service militaire obligatoire le 16 mars 1935. L'industrie militaire se remet en marche avec la construction de tanks et de véhicules de guerre. L'armée de terre est reconstituée avec 500 000 soldats divisés en 12 corps d'armée.
Le 11 juin 1935, il réhabilite la Luftwaffe et le premier sous-marin depuis la Première Guerre mondiale, est lancé le 18 juin. Après avoir passé une année à replanifier la défense de son pays, Hitler se tourne vers ses anciennes places fortes, notamment la Rhénanie, qu'il envahit et réarme en 1936. L'Allemagne nazie s'entoure également d'alliés pour se préparer à un éventuel conflit. Elle se rapproche de l'Italie de Mussolini en 1936 avec la mise en place du pacte secret de l'axe Berlin-Rome. Il en fait de même avec le Japon la même année avec le pacte anti-Comintern. Ces deux pactes scellaient une alliance entre ces pays pour lutter contre le communisme et se soutenir en cas d'attaque. Sous couvert du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Hitler et ses troupes engagent une série de conquêtes territoriales. Après sa rapide reconquête de la Rhénanie en un week-end, Hitler s'engage à récupérer et unifier sous la bannière du Reich les territoires retirés par le traité de Versailles. Il commence le 12 mars 1938 avec l'Anschluss, où il annexe l'Autriche. Il réclame également le territoire des Sudètes, alors partie de la toute nouvelle Tchécoslovaquie. En réponse à ces attaques, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne organisent des accords de Munich les 29 et 30 septembre 1938. Après moult négociations, Chamberlain et Daladier, dans une volonté de préserver la paix, cède le territoire des Sudètes à Adolf Hitler avec le soutien de Mussolini. Cependant, en mars 1939, l'armée allemande envahit la Tchécoslovaquie. Le 23 août, Hitler passe un pacte de non-agression avec Staline, volontairement écarté des accords de Munich par Chamberlain et Daladier. Enfin, Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Sous les tensions politiques et économiques de l'après-guerre, l'Allemagne a vu monter une vague de nationalisme et d'extrémisme, inspirée des révolutions russes et italiennes. Adolf Hitler et son parti a su se hisser un chemin jusqu'au pouvoir en jouant sur les tensions et la fragilité que subissait la République de Weimar. Arrivé au pouvoir, la marche vers la guerre semblait inévitable et inarrêtable, avec un programme de réarmement rapide et efficace. La reconquête rapide des territoires au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes montre une Allemagne agressive et volontaire de se venger de ses précédentes défaites.